Madame, monsieur, bonsoir. 2 questions au menu de votre émission ce soir. Le Covid est-il derrière nous et quelle gestion de notre système de santé post-Covid? Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a souligné hier que pour la 7e semaine consécutive, notre royaume enregistre, alhamdoulilah, une baisse considérable des cas de contamination. Mais les autorités insistent tout de même sur la nécessité de maintenir la stabilité de la situation épidémiologique à cause notamment de la soudaine augmentation des infections au plan mondial pour la première fois depuis 5 semaines. La Chine fait en effet face à une résurgence particulièrement importante de la Covid-19. La ville de Shenzhen, par exemple, a contraint ses habitants, 17 millions, à l'isolement. Est-ce de mauvais augure pour nous au Maroc? La couverture vaccinale est-elle satisfaisante à ce jour? Quid des amalgames autour de ce schéma vaccinal chez nous? Faut-il alléger davantage les mesures de restriction sanitaires et comment capitaliser sur l'expérience Covid pour affronter au mieux une prochaine pandémie, mais aussi comment répondre enfin de manière efficiente aux lacunes de notre système de santé. Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau ce soir professeur Azzedine Ibrahimi. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je rappelle que vous êtes membre du Comité national scientifique et technique, également directeur du laboratoire de biotechnologie. Bienvenue à vous encore une fois sur ce plateau. Et en face, j'ai également le plaisir d'accueillir professeur Abdellah Bado. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter une nouvelle fois. Donc, on vous connaît bien sûr sur le plateau de Média TV, mais pas que. Je rappelle que vous êtes professeur en immunologie à l'Université Hassan II de Casablanca, plus particulièrement, précisément, directeur du laboratoire d'immunogénétique. Encore une fois, bienvenue à vous également. Et par Skype, depuis l'Araïch, le professeur Taïb Hamdi, chercheur en politique et système de santé, président du syndicat national de médecine générale. Bonsoir, professeur Taïb Hamdi. Merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors, cette question, je sais qu'elle est un peu bateau et large. Est-ce qu'on peut dire que le Covid est déjà derrière nous, messieurs? Très belle question pour commencer en fin de compte le débat. Mais je dirais en fin de compte que la Covid n'est plus la même Covid qu'on a connue en mars 2020. Voilà. Là, ce n'est pas la même situation. C'est très important de le dire pour être réaliste. Mais en fin de compte, pour dire que la Covid n'existe plus ou la pandémie n'existe plus, c'est une autre question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans une phase vraiment... On connaît bien la Covid, on connaît bien le virus. On est dans une phase très importante parce qu'on va parler de la Chine aussi. On a décidé de faire une stratégie de vivre avec la Covid. Et ça, c'est essentiel à l'avoir et de le retenir. Ça veut dire qu'on va vivre avec la Covid. Il existera. Il y aura des gens qui seront infectés. Il y a peut-être des décès aussi à cause beaucoup de facteurs qu'on reviendra à ça. Mais la Covid est là. Mais la situation nous permet de nous soulager, de vivre avec la Covid comme on vit avec d'autres pathologies. Est-ce que, avec cette déclaration que la situation est stable et sous contrôle, on peut peut-être comprendre qu'il y aurait plus d'allègement des restrictions sanitaires? Oui, professeur Bado. Oui, donc déjà, le virus est encore là. Oui. Et je dirais qu'il est moins virulent. Les personnes sont plus immunisées, parce que c'est ça les 2 facteurs finalement les plus importants, le virus et les personnes finalement. Oui. Donc c'est ça ce qui donne une équation qui est beaucoup plus, qui est meilleure que ce qu'on a vécu il y a 2 ans. C'est pour cela que la situation, le virus est encore là, mais la situation épidémique, je dirais qu'on est en train de passer d'une situation pandémique à une situation où l'on peut vivre avec le virus au quotidien. Et je pense, par rapport à ça, pour répondre à votre question, à mon sens, bien évidemment, il faut prendre ça en considération pour prendre en considération un allègement de la situation. Bien sûr, on parle ici des restrictions en général, mais on peut y revenir. Mais à mon sens, certainement... Quel genre de restrictions vous pensez qui peuvent être allégées? Tout. Il faut penser à tout, il faut discuter tout, il faut rediscuter tout, il faut réactualiser, à mon sens, la façon globale de gérer la pandémie, parce que pourquoi on parle elle va encore changer de pandémie complètement.
Ça vous fait sourire, professeur Ebrahimi. Pourquoi on parle encore de pandémie alors que certains pays voisins... Je souris pour une raison très simple. Parle Parce que d'endémie. vous avez parlé de restrictions. De quelles restrictions on parle qu'on veut vraiment soulager? Par exemple, est-ce que le port du masque reste obligatoire? Comme par exemple en France hier, il y a eu la suspension ou Mais là, vous parlez de du port du déclaration qu'on ne veut plus utiliser le masque. Mais par exemple, le Maroc, les Marocains ont décidé d'enlever le masque. Ça fait longtemps qu'ils l'ont fait. Pas tous. Oh, mais c'est très très rare. Oui. C'est très très rare. Mais si ça vient, s'il y a une déclaration officielle... Ah, voilà, c'est ce que vous voulez. Absolument. Vous voulez une déclaration à Ou tout simplement, est-ce qu'on l'européenne. doit déclarer la Covid comme endémie et plus comme pandémie, comme c'est le cas dans certains pays? Et donc là, il faut distinguer deux choses. C'est en fin de compte l'approche scientifique, c'est une chose, et aussi tout ce qui est gestion. C'est les gestionnaires qui doivent faire cette déclaration. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est de discuter de point de vue scientifique. Il y a 4 paramètres essentiels sur lesquels il faut regarder pour parler si on est toujours en pandémie ou pas. On est toujours Mais vous êtes en mesure, vous, en tant que comité scientifique, de le dire. Voilà, non, répondant. Donc les 4 critères sont très essentiels, c'est-à-dire la circulation du virus, elle est très faible. Oui. La deuxième chose, c'est le remplissage des lits de réanimation. C'est très très faible. On est au moins de 2% des lits dédiés à la Covid. L'absence de variants, ça n'existe pas pour le moment. Et la quatrième chose, c'est tout simplement qu'on a un mur vaccinal, pas un mur immunitaire qu'on a développé à travers l'immunité naturelle et l'immunité acquise. Donc c'est pour cela qu'on parle que le gros de la crise est déjà passé. Pourquoi on n'arrive pas à faire la déclaration? Parce que ce n'est pas à moi à faire la déclaration, vous comprenez ça. Alors, pourquoi la tutelle ne fait toujours pas la déclaration? Ça reste un point d'interrogation. Encore faut-il atteindre la tutelle? Professeur Hamdi, est-ce qu'il faut craindre un rebond épidémique au Maroc avec ce qui se passe, avec ce qu'on voit qui se passe en Chine, mais aussi dans certains pays européens? Si on réfléchit sur les semaines et mois à venir, jusqu'au mois de décembre, normalement, on ne craint pas un grand rebond de l'épidémie. Peut-être c'est possible qu'on pourrait voir une hausse de nouveaux cas quotidiens qui seraient liés dans les semaines à venir, peut-être à un sous-variant BA2 qui actuellement au Maroc officiellement il n'est pas présent, mais peut-être qu'il serait présent dans les semaines à venir, qui pourrait, je mets le tout en conditionnel, qui pourrait causer une hausse de contamination, mais pas une vague. C'est-à-dire que personnellement, je m'attends à des semaines et des mois d'optimisme d'ici la fin de l'année. Maintenant, si je reviens à la question pandémie, comme l'a expliqué professeur Ebrahimi, d'abord, ce n'est pas à un pays de déclarer la fin de la pandémie. La pandémie, c'est une situation mondiale. On ne peut jamais sortir de pandémie si à l'échelle planétaire, la situation n'est pas maîtrisée. S'il est maîtrisé au Maroc, elle n'est pas encore maîtrisée ailleurs. Deuxièmement, c'est que pandémie, on sort de la pandémie vers l'endémie, même si dans plusieurs pays, on traite actuellement le virus comme endémique, entre guillemets, mais c'est toujours une pandémie, puisqu'on ne maîtrise, on ne nous sommes pas à l'abri de surprises. Pour définir tout simplement une endémie, et la différence de la pandémie, c'est de poser la question, est-ce que le virus ne peut pas nous jouer des tours? Est-ce qu'il ne peut pas nous faire de mauvaises surprises? Actuellement, il peut toujours faire de mauvaises surprises. On peut toujours avoir, même si le risque n'est pas élevé, même si le risque est très faible, on peut toujours avoir, malheureusement, un nouveau variant qui serait plus grave. Et c'est pourquoi l'OMS et les pays ne déclarent pas la fin de la pandémie. Maintenant, est-ce qu'on peut vivre avec le virus? Effectivement. Mais c'est ça, c'est contradictoire ce que vous dites. On a tous les moyens. Professeur Ebrahimi, professeur Hamdi, c'est contradictoire. Parce que si vous dites qu'on peut vivre avec le virus et qu'il faut vivre une vie normale, et qu'à côté, on ne peut pas déclarer une endémie, il y a contradiction dans vos propos. Pas du tout. Il faut dire que vivre avec le virus, après la fin de la pandémie, le virus il sera là et il faut vivre avec. Non, mais de toute façon, le virus est là. Et certains pays, même avec ce virus-là, ils cohabitent avec. Et le Maroc a choisi ce chemin et cette voie, même si ce n'est pas complètement officiel, mais n'a pas choisi, par exemple, la voie de la Chine, qui a décidé de confiner une ville de 17 millions d'habitants à cause de quelques cas. Donc, exactement. Donc eux le considèrent vraiment comme une pandémie, et nous, il faut juste qu'on tranche et qu'on dise, est-ce qu'on considère encore la Covid-19 comme une réelle pandémie ou comme une endémie avec laquelle nous allons vivre au même titre que la grippe saisonnière? La Covid-19, c'est toujours une pandémie.
à l'échelle planétaire. Il est pandémique parce que c'est à l'échelle planétaire. Donc, ce n'est pas, jusqu'à présent, ce n'est pas la fin de la pandémie. Deuxièmement, traiter maintenant, vivre avec le Covid comme une endémie virale, c'est parce qu'on a les éléments dont a parlé le professeur Ibrahimi, l'immunité, et le professeur Beto, l'immunité post-maladie, l'immunité vaccinale, mais surtout, actuellement, on peut vivre avec le virus, soit ici, soit en Europe, c'est parce qu'on a tous les moyens pour vivre avec le virus, sur le plan collectif et sur le plan individuel. Ça veut dire sur le plan individuel, on a les vaccins, on a les conseils, on a les connaissances scientifiques, on a les masques, on a tout pour vivre avec le virus. Mais aussi, on a aussi le risque de mourir du virus. Les personnes qui ne sont pas vaccinées, les personnes vulnérables, il y a toujours un risque de mourir du virus. Donc, nous y reviendrons. Oui, comme on a le risque de mourir de la grippe pour les personnes vulnérables. Oui, comme la grippe. Bon, alors justement, vous avez parlé du sous-variant BA2. Que sait-on de ce petit frère d'Omicron, professeur Badou? J'ai juste quand même envie de revenir, de rebondir sur cette question-là, cette contradiction. En fait, je pense qu'on est dans une période de transition. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui pensent qu'on est encore en pandémie, d'autres personnes qui pensent qu'on est... mais je pense qu'on est en période de transition. D'ailleurs, quelques pays ont déjà transité, ils sont vers l'endémie. D'autres pays se disent non, ils hésitent encore. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre globalement. Lorsqu'on voit des pays comme l'Australie, l'Espagne, l'Angleterre, la France maintenant, depuis le 15 mars, qui ont décidé finalement d'alléger la situation, presque toutes les restrictions. Maintenant, je reviens au sous-variant. Le sous-variant, ce qu'il faut savoir, on ne parle pas ici d'un variant complètement différent, on parle toujours de Omicron. On parle toujours d'un virus, du variant Omicron, seulement, vous savez que les virus ne cessent pas de muter, ne cessent pas de changer ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire ce constituant-là qui nous donne des protéines. Et donc, l'un des sous-variants d'Omicron, on retrouve le BA2, qui a un peu plus la capacité de proliférer que le BA1, mais à ce jour-là, on n'a pas l'impression qu'il est plus virulent. Donc c'est pour cela. C'est pas une caractéristique justement de la mutation des virus, comme on a déjà discuté de cela dans une précédente émission, que généralement les virus quand ils mutent, certes ils sont plus transmissibles, mais ils sont moins létaux. Oui, ça tend vers cela, mais c'est pas une règle. C'est pas une règle. C'est pas une règle. Malheureusement, c'est pas une règle. Donc on peut générer un mauvais virus au fil du temps, mais il faut bien que cette pandémie s'arrête un jour. Oui. Et il faut qu'elle cesse un jour. Et elle a déjà duré plus longtemps que les habituelles pandémies. Donc c'est pour cela que plusieurs personnes... Et il faut aussi un virus qui a la capacité de se multiplier plus rapidement que celui-là. Et ça, c'est pas une tâche facile pour le virus. Donc c'est pour cela qu'on pense très très probablement que ce virus-là probablement va être la fin. Il y aura d'autres mutations, comme le BA2, un autre sous-variant de BA1, mais il n'est pas plus virulent que l'autre. Il pourra prendre la place du BA1 juste parce qu'il prolifère un peu plus rapidement que le BA1. Donc il pourra prendre la place du BA1, mais jusqu'à présent, il ne sera pas plus virulent, c'est-à-dire pas plus dangereux. Et pour le moment, on est encore majoritairement avec le sous-variant BA1. BA1, mais est-ce qu'on fait les tests nécessaires pour savoir si... C'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, BA2 est majoritaire en Europe, notamment en France, mais est-ce que c'est le cas au... Ça, c'est une excellente question. Regardez, lorsqu'on fait toute cette histoire de PCR avant de voyager et tout ça, et en fait, on ne détecte pas finalement les sous-variants, parce que le grand problème que nous avons aujourd'hui, le Omicron, on sait tous qu'il est beaucoup moins virulent que le Delta. Et finalement, quand on arrête quelqu'un parce qu'il a une PCR positive, on ne sait pas pour quel variant, finalement. On le saura plus tard, lorsqu'on va regrouper un petit échantillon pour détecter, pour procéder au séquençage, pour savoir quel type de sous-variant. Si on savait à l'aéroport, si on avait un nouveau variant, à la rigueur, je comprendrais cette histoire de PCR. Mais là, on n'arrive même pas à savoir de quel variant on parle. On sait juste si la personne est positive ou négative. Et au fait, arrêter une personne qui a le Omicron, alors qu'on sait qu'Omicron, il est partout dans le monde et qu'il est beaucoup moins virulent, à mon sens,
c'est difficile Ce que vous de dites en justifier. fait, en gros, c'est que c'est injustifié aujourd'hui de garder le PCR à l'entrée du territoire. Écoutez, regardez. On le sait aujourd'hui que le Omicron, quelqu'un qui est Positif. vacciné Ah. et non vacciné, le transmet, et quelqu'un qui est vacciné et non vacciné va l'avoir. Donc finalement, il y a un certain nombre de mesures. C'est pour cela que j'ai dit au début qu'il y a des choses qu'il va falloir rediscuter et réactualiser parce que les choses ont changé Très bien. par rapport aux variants, par rapport aux sous-variants et du point de vue PCR et du point de vue immunité, c'est-à-dire vaccination, et du point de vue immunité naturelle. Les gens qui ont eu le Omicron, par exemple au Maroc, c'est un pourcentage énorme de personnes qui ont eu l'Omicron. Et on sait que le Omicron procure une certaine immunité. Plus que le Delta. Plus que le Delta. Et contre le Delta aussi. Absolument. Et on pense ce qui que n'est pas c'est le cas. contre. Exactement. Ce qui n'est pas le cas, du au contraire. Delta. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir prendre en considération pour réactualiser, à mon sens, la gestion de la pandémie ou la gestion de l'endémie. Je dois répondre. Entre guillemets, pour reprendre les termes Je du dois répondre professeur ça. Hamdi. Oui, professeur Ibrahimi, et j'aimerais bien que vous répondiez aussi à cette question par rapport au PCR et aussi par rapport aux personnes qui ont été touchées par un Covid long. On en parle très peu sur les plateaux télé, mais déjà sur cette question d'allègement et cette question de présence un peu majoritaire d'Omicron ou de l'autre variant. Donc, juste une remarque. En fin de compte, le présentiel, ça marche très très bien parce que je vois, on peut réagir Oui. et interagir. Et, Ben voilà, et c'est la on normale. cohabite mieux Voilà, là, on avec cohabite mieux. Donc, on survit avec le la virus. Covid. Oui. Le deuxième point, c'est pas pour défendre les gestionnaires, mais en fait, il y a le principe de précaution. Ce que vous êtes en train de critiquer, c'est en fait de dire pourquoi on prend tant de précautions. C'est ça ce que je comprends, d'après votre discours. Je ne critique pas, je Non, non, questionne. non, Je suis pas questionne et d'accord. c'est mon rôle là. Donc, voilà. Et donc, là, En tout cas, c'est pas mon cas. Mais je reviendrai à ça. C'est pas Bon, mon avis. on le laisse C'est finir pas- peut-être. Bien sûr, Oui, bien sûr. professeur on Ibrahim. n'a pas peur des mots, on peut critiquer, c'est une discussion, C'est c'est pas pas la mon fin rôle, du moi, mot. je- Et donc là, je quand pose des questions. les gestionnaires, en fin de compte, et pourquoi ça ne va pas à la même vitesse? Parce qu'en fin de compte, il y a une responsabilité derrière, et c'est pas pour les défendre, c'est juste pour dire la vérité, il y a un principe de précaution. Les Marocains, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces jours-ci? C'est de faire la comparaison avec les Français, les Britanniques, qui se disent pourquoi ces gouvernements-là, il faut le dire cash, pourquoi ces gouvernements se permettent de sortir, de dire on va à partir du 16, à partir du 15... Enfin, c'est pas le gouvernement, parce que généralement, c'est le conseil scientifique pour la France. Non, c'est pas vrai. C'est ce qui est arrivé, c'est en fin de compte, le conseil scientifique va émettre un avis et c'est le gouvernement qui prend la responsabilité. Mais généralement, ils ne sont pas contradictoires. Ah non, ça là, c'est pas toujours vrai. C'est une pas question, toujours vrai. c'est une question. Ils ne sont très- pas contradictoires, si. Non, ils ne sont pas contradictoires dans un sens, parce que la plupart des temps, pour une prise de décision, il y a la recommandation scientifique, mais à côté de ça, il y a la recommandation sécuritaire, il y a la recommandation économique, il y a la recommandation sociétale. Tout ça est pris en considération par le gestionnaire. C'est pour cela, des fois, ça se voit à l'extérieur, dit voilà, la recommandation a été faite, pourquoi il n'a pas été pris en considération pour la décision finale? Ce qui n'est pas logique, en fin de compte, c'est pour cela qu'on voit cette contradiction. Mais là, je veux dire, ces questions-là qu'a posées Serdla, elles sont légitimes, on les discute. Mais je reviens à dire, pour revenir à l'entrée au pays, parce que là, c'est la seule restriction qui reste, en fin de compte, il faudrait être clair. Vous me dites qu'il y a quelque chose. On a même ouvert, en fin de compte, pour ce qui est pour les WC dans les mosquées, qui était une recommandation incroyable, comme c'était la commission scientifique. Les qui s'en stades, chargeait. etc., Les oui. stades, et on a vu les résultats des stades. Ça, ce qui est bien, moi, Ça, c'est pas à cause de la Covid. non, sujet. on revient, j'avais espoir, en fin de compte, après 2 ans, quand le public reviendra au stade, ça rechange quelque chose. Mais alhamdoulilah, c'est ça ce qui est bien au Maroc. On est revenu à nos habitudes qui sont là et on est revenu à la vie normale. C'est une grande question philosophique, finalement. C'est est-ce qu'on va reprendre nos vies d'avant ou quelque chose aura changé? Mais c'est pas le on ne va sujet pas aujourd'hui. revenir à ça. C'est Mais pas je veux le- revenir, par Oui. exemple, il y a plein de gens qui posent des questions très légitimes, mais l'implémentation, des fois, est très difficile de le faire. Je reparle maintenant. Il y a Mais pourquoi je parle de l'implémentation. Je vais donner un exemple. Je veux dire, il y a des gens qui disent, scientifiquement, c'est vrai, c'est prouvé, qu'avec une infection, ça peut correspondre à être équivalent à une dose du vaccin. Oui. Mais allez l'implémenter au Maroc. Jusqu'à présent, Ah ben, il y a une différence entre tout ce qui est scientifique. Quels sont les Marocains qui ont une attestation pour prouver qu'ils ont été Mais quand bien même ils infectés? l'ont. Ils l'ont. Elle n'est pas. Non, mais elle ne vaut rien.
Voilà. C'est-à-dire, même C'est si pour on cela- a un test positif, contrairement à la France, ça ne finit pas le schéma vaccinal. Voilà. Parlons de ce schéma vaccinal, professeur Ibrahimi. La couverture vaccinale est-elle satisfaisante au Maroc? Et surtout, sur ce schéma vaccinal, quel est le schéma vaccinal aujourd'hui au Maroc? C'est Est-ce très que vous clair. pouvez m'expliquer? Le Est-ce que schéma c'est 3 vaccinal. doses? Est-ce que c'est 3 doses pour tout le monde? Est-ce que les 2 doses sont suffisantes? Quel est le schéma vaccinal? Et là, vous vous posez plusieurs questions à la fois. Non, mais vraiment, sur Une seule de question schéma à la fois. vaccinal, qu'est-ce Donc, que on c'est? va commencer par la question du schéma vaccinal au Maroc. Le schéma vaccinal au Maroc, au départ, on avait dit qu'à travers une vaccination, une première dose, séparée par 3-4 semaines avec la deuxième dose, ça permettrait en fin de compte d'avoir une immunité. La question se posait pour combien de temps, et on avait répondu qu'on ne savait pas pendant combien de temps, après la deuxième dose, vous aurez une immunité. Et là, on s'est rendu compte avec les études qui ont apparu qu'il fallait besoin d'avoir une troisième dose. Et donc, le schéma vaccinal au Maroc, c'est très très clair, 2 doses avec un booster. C'est ça le schéma vaccinal pour Donc, tout sans le le monde au Maroc. booster, il ne vaut rien. Sans le booster, ça ne vaut rien après 4 mois. Officiellement. Ah, bien sûr. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas caché là-dedans. Je pense que le gouvernement était très très clair. C'est clair qu'au Maroc, on considère quelqu'un complètement vacciné quand Et après 4 mois de la 3e dose? il est considéré à le Maghreb qu'il n'est pas vacciné, et donc dans les statistiques, on le prend comme n'est pas vacciné. Alors, pour que ça soit très très clair. est-ce- Vous revenez à la deuxième question qui est très importante. Oui. Maintenant qu'on est dans ce contexte actuel, avec l'Omicron, avec sa sévérité de pathologie qui est réduite et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là où il faut faire quelque chose. Pour moi, et là c'est un avis personnel, je pense le problème au Maroc, il faudra se concentrer sur les personnes au-delà de 60 ans. Il y a à peu près 2 millions de personnes qui ne se sont pas fait vacciner. Et je le dis clairement et honnêtement. Pour le Marocain. Pour les plus de 60 ans, vous dites. Plus de 60 ans, il faut se concentrer sur ces gens-là parce qu'au Maroc, les gens qui sont morts avec la Covid pendant la pandémie ou la vague Omicron, c'est des gens qui n'ont pas complété le schéma vaccinal. C'est-à-dire soit des gens qui n'ont pas pris aucune dose, soit 2 doses et après 4 mois, ils n'ont pas pris le booster. Ces gens-là, la plupart d'entre eux, c'est pas la plupart, c'est 100%. Est-ce que vous avez émis justement cette recommandation à la tutelle? J'ai le droit de réserve pour ne Bien pas sûr, parler ça. bien sûr. Parce que la discussion à l'intérieur, ça me permet de parler d'une chose très importante, je l'avais dit avec vous d'ailleurs. Les discussions à l'intérieur du comité scientifique, on ne peut pas en parler parce que la mission du Ça, comité c'est pour le scientifique... coup à l'extérieur du comité scientifique, parce que c'est avec la tutelle. Non, on Pas peut... entre comités. À l'intérieur, on discute. Oui. Mais on n'a pas le droit de divulguer Oui, la mais discussion. après, vos discussions Mais avec le ministère, vous n'avez pas le droit non plus. Ah non, on ne peut pas en parler. Ah, d'accord. Mais moi, je peux dire, si vous me Je demandez mon avis personnel, moi, je suis pour se concentrer sur ces personnes-là. Pour la 3e dose. Pour la 3e dose, pour le moment, dans le contexte actuel du Maroc, c'est ces personnes-là qui meurent. Et il faut vraiment les protéger. Il ne faut pas prendre de risques avec ces personnes-là. Et le côté scientifique est très clair. 100% des Marocains qui sont morts durant la vague Omicron sont des personnes qui n'ont pas complété le schéma vaccinal. Les personnes qui étaient triplement vaccinées et qui sont mortes, c'est des personnes qui ne sont pas mortes avec la Covid, mais ils sont morts avec leur maladie chronique. Ils avaient 3 maladies à la fois, qui sont l'hypertension, le diabète et l'obésité. Très bien. Une réaction, professeur Baddou, par rapport à cette question de schéma vaccinal. Est-ce qu'on peut dire déjà que notre taux de vaccination est satisfaisant au Maroc? Est-ce que le fait d'imposer une 3e dose n'a pas créé des récalcitrants par rapport à la vaccination? Non, en tant qu'immunologiste, et je connais très bien de quoi je parle, je pense que le taux de personnes qui sont immunisées au Maroc par rapport à ce que l'on prend comme chiffre est beaucoup plus élevé. Pourquoi je dis ça? Une personne qui prend par exemple le schéma vaccinal tel qu'il l'a décrit mon ami Sezdine et qui a eu 2 doses et qui a été contaminé et qui a eu la 3e et qui a été contaminé, on ne lui compte pas les 2 fois où il a été contaminé. Finalement, c'est comme s'il a eu 5 doses. Ben oui, c'est comme s'il a eu 5 doses. Mais comment vous voulez le comptabiliser sur le terrain? Attends, je termine juste. Non, ça c'est très important. Non, mais c'est justement. C'est pour cela que je. Ben, attendez, je termine. Laisse-moi juste terminer, Sejdine. Et puis on va. Une personne. Et ça, c'est une question qui a été posée. Comment on va le comptabiliser au Maroc? Je ne parle pas de Omicron, parce que le Omicron, c'est une situation qui est compliquée partout dans le monde. Je parle d'une personne qui vient vous voir, qui vous dit, voilà, j'ai un certificat PCR positif, prenez-la moi en considération. Vous lui dites, non, je ne la prends pas en considération. Est-ce que ça, c'est logique? Est-ce que ça, c'est raisonnable? Non, ce n'est pas raisonnable. Donc, une personne qui a eu 3 doses, plus 2 infections, 3 infections,
D'ailleurs, certaines Donc, en 2 ans, Mais combien de personnes ont un certificat, c'est rencontre. Abdallah? Comment? Combien de personnes ils ont ce certificat? Mais au moins, on prend ça en considération. Mais combien? On va encourager les gens, Encourager les gens on va à aller se encourager faire les gens tester. à aller se faire tester. Totalement. Et moi, si cette personne a ce certificat-là, il te dit, voilà, j'ai le certificat aujourd'hui au Maroc. Ah, vous êtes malheureusement. en train de parler d'un nombre très limité. Mais Parce non, qu'au c'est Maroc- pas un nombre très Non, limité. Laissez-moi Alors, dire le on- chiffre. Alors, Le chiffre. puisqu'on Tu le sais pas, mais on est d'accord. entre chercheurs, on est Non, entre- exactement. Non, on c'est est pas entre vrai. chercheurs. On est entre chercheurs. Bien sûr, Moi, je on n'a parle pas de de chiffres. l'implémentation, pas du côté scientifique. Non, le mais côté on parle scientifique, de on est d'accord. l'implémentation du Voilà, c'est ça. test positif dans le schéma vaccinal. Pourquoi Non, non, ce n'est pas c'est- pris en compte au Maroc? Voilà, ça serait très difficile de le faire. Il y a au Maroc, quand on prend les comptes, combien de personnes ont fait des tests? Non, même si c'est une minorité, quand bien Non, même. C'est pas Je ça vous le pose problème. juste la Mais question. si j'ai 10 personnes, ces 10 personnes, ils te disent, voilà, j'ai un test Même, c'est positif pas une question de chiffres. par rapport à la PCR, c'est suffisant normalement. C'est juste Et une je question parle pas, d'implémentation du schéma je vais juste vaccinal. rajouter un Oui, petit oui, bien point. sûr, professeur. Là où je suis d'accord, par contre, c'est pour les asymptomatiques. Une personne est asymptomatique, ça veut dire que peut-être il a eu une faible dose du virus et je n'ai aucun moyen de savoir s'il a rencontré le virus ou pas. Et bien sûr, il ne s'est pas fait tester, ça je comprends. Non, mais pour les je vais tests louper. positifs. Mais moi, je parle des tests positifs et la personne vient, il te dit, voilà, j'ai un certificat positif. Et on ne le prend pas en considération. Il a été infecté 2 fois et je lui donne Mais 3 doses. attendez, parce que là, vous êtes en train de parler dans Mais le ça, c'est une contexte réalité. du Maroc. Oui, mais ça, c'est une réalité, Cesdine. Moi, je connais énormément de gens qui ont eu 2 fois la Covid et qui ont eu 2 doses. Ils me disent, qu'est-ce que je fais? Bah, vous J'ai eu pouvez ça pas plusieurs fois. Non, mais Je ne peux oui. pas vous dire la Alors, réponse juste que je leur réponse. donne. Une réponse par rapport à l'implémentation. C'est compliqué. Non, c'est Rapidement, compliqué. professeur De point de Ibrahimi, vue comme ça on fait scientifique, réagir. Ça a été discuté, c'est très clair, qu'une dose, qu'une personne qui a eu la Infectée. Covid peut avoir une équivalence au niveau de tout ce qui est avoir une 3e. Ça peut être considéré comme une 3e dose. C'est très, très clair C'est ce que vous scientifiquement. avez dit au sein du comité. Anna, je parle de mon scientifique. avis personnel. Je réponds, Anna, je sais où vous ouais, allez. bah, nous on parle de l'implémentation, Là, c'est-à-dire je sur le parle que de terrain, il y a des l'implémentation. milliers de Marocains qui sont Parce concernés. que je peux... Combien? Des milliers, je dis. Des milliers de Marocains qui sont implémentés. Mais ces personnes-là, il faudra revenir quand ils ont eu la Covid. Ça, c'est très, très important. Est-ce que vous êtes sûr pas d'ouvrir une voie pour plus ou moins, parce qu'on n'est pas en Suède, on n'est pas en France. On est au Maroc. Il ne faut pas oublier le contexte marocain. Pourquoi? Parce que quand vous allez ouvrir cette voie, est-ce que vous êtes sûr que tous les Marocains qui vont se présenter avec un vrai test Il y a les moyens de le vérifier. Comment? C'est ce qui Allez-y. se fait à l'aéroport, avec le QR code qui est Ah sur oui, le PCR. mais là, vous allez... Sur le mais résultat du attendez. test PCR. Ça, c'est pas vrai. Parce que vous êtes en train de le faire un système... Mais Non, mais attendez-moi que je dites-moi, complète. dites-moi. Parce que vous êtes là dans un système centralisé au niveau de l'aéroport, au niveau d'un point d'accès. Là, Oui. quand vous allez ouvrir, l'implémenter, vous allez l'offrir sur tout le territoire marocain. Sur les centres de vaccination qui sont aussi implémentés avec des moyens digitaux de pointe. De quoi? Ils reviennent Oui, mais avec un Cesdine, test tu peux PCR. soulever- Cesdine, tu peux soulever la même question par rapport à la vaccination. Mais la tu peux soulever la vaccination, même on a question. des- Voilà, messieurs, on fait Exactement la même réagir notre question. troisième invité. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu. Docteur Taïb Hamdi, un mot Oui, là-dessus. justement, je vais intervenir sur le même point, peut-être pour départager un peu les avis. Ou juste pour partager votre D'abord. avis déjà. Mais il n'y a pas de différence entre nous. Oui. On se connaît très bien, on connaît nos avis. Un test positif ne veut pas dire que la personne n'est pas asymptomatique. Parce qu'on peut faire avoir un test positif parce qu'on est un cas contact. Donc, on peut avoir un test positif, de PCR positif, et qu'on n'a pas fait de symptômes. Donc, si on lie la symptomatologie à la force de l'immunité, ce sera un moyen biaisé de le faire, de le prouver. 2, est-ce que maintenant une infection, c'est une dose? Oui. L'avis scientifique de la communauté scientifique à l'échelle planétaire n'est pas unanime. La grande majorité des pays du monde ne considèrent pas une infection comme une dose. Aux États-Unis, un schéma vaccinal, c'est 3 doses. Ce n'est pas 2 doses plus une infection. Ce n'est pas une dose plus une infection. Au Canada aussi, la majorité des pays de l'Europe. Mais sans de nous l'Asie. comparer, vous êtes scientifique. Est-ce que vous, en tant que scientifique, ne nous comparons à personne? Est-ce que, selon vous, si on a été infecté, ça veut dire que c'est comme si on a reçu une dose de vaccin? Parce que c'est le même principe finalement. Si on a été, maintenant, je me base sur les données scientifiques. Si on avait des données scientifiques
solides qui disent qu'une infection, ça donne une immunité similaire à une injection, mais ce n'est pas le concept même du vaccin, professeur Hamdi. Maintenant, une question très naïve. Une question très naïve. Est-ce que ce n'est pas le principe même d'un vaccin? Non. Je réponds à votre question. Oui. D'abord, l'infection n'est jamais automatiquement similaire à une infection. C'est-à-dire qu'on sait qu'à travers les vaccins dont on dispose actuellement et les maladies pour lesquelles on a des vaccins, on sait que l'immunité post-vaccinale, il est plus solide, il est plus durable que l'immunité post-vaccinale. Ça, c'est pour les autres maladies. Maintenant, pour la COVID-19. Pour la COVID-19, pourquoi les avis sont partagés, Pourquoi ils ne sont pas unanimes? On sait qu'une personne qui a été infectée, il a une immunité. Certainement, il a une immunité. C'est sûr qu'il a une immunité. Donc, est-ce qu'il a besoin d'une autre dose de vaccin? Maintenant, est-ce s'il que a cette immunité, nous sommes sûrs, professeur Hamdi, professeur Beddo, est-ce que nous sommes sûrs que cette personne qui a un test positif, il a une immunité forte? On ne sait pas. D'accord. Mais on lui Donc, demande un test anticorps. Pour être sûr, d'ailleurs, même la France, la France considère une infection. D'accord, il faut qu'on passe à autre chose. Mais quelqu'un qui a fait 3 infections, il est censé recevoir au moins une dose de vaccin. Pourquoi? D'accord. C'est parce que justement, nous ne sommes pas sûrs que l'infection donne certainement une immunité aussi forte, aussi durable que le vaccin. Ceci dit, avoir un certificat de PCR positif, quelqu'un qui est infecté par Omicron au Maroc, au moins, ça devrait servir, premièrement, comme passe sanitaire au moins pour 3 à 6 mois, et deuxièmement, ça doit servir pour différer le rappel. Le booster. Très bien, donc vous répondez à ma question enfin. Merci. Non, j'ai une réaction, professeur Ibrahimi, mais rapidement. Rappelez, sur l'implémentation. Comme ça, on passe à autre chose. L'implémentation. Pour parler de l'implémentation, c'est très difficile. Pourquoi le Canada a arrêté les voyageurs marocains qui partaient en Canada pendant 1 mois ou 1 mois et demi? Non, mais le problème a été résolu depuis. Non. C'est pas vrai. Non, pourquoi le problème a été résolu depuis au niveau du Maroc. Non. Avant même de quitter le territoire, les tests PCR parce falsifiés... Parce qu'il a comparé, c'est Abdallah, les tests ou les QR des vaccins avec le QR des laboratoires. C'est pas la même chose. Parce que là, c'est l'État qui est en charge, c'est le ministère de l'Intérieur qui est en charge et qui donne ce QR. Là, c'est pas la même chose. La première personne qui est partie du Maroc avec le variant indien, c'était quoi? C'était un faux test PCR. Pour cela, l'implémentation, on est d'accord sur le côté scientifique, ça, j'en doute pas, et je suis tout à fait d'accord. La différence entre un vaccin et vraiment une infection. Une infection, vous ne savez pas la quantité de virus que vous allez prendre. Donc, vous n'allez pas savoir l'exposition. Vous n'allez pas savoir l'immunité. Par contre, pour un vaccin, on connaît combien vous allez prendre de quantité, de doses, pour combien de temps vous allez développer l'immunité et combien d'immunité vous allez développer. Alors, très bien. C'est la différence. Vous savez, ça m'amène à notre deuxième partie de l'émission, même si nous sommes légèrement en retard par rapport à cela, parce qu'il s'agit de parler de notre système de santé, des leçons à tirer, et de comment capitaliser sur cette gestion qui a été applaudie à plusieurs titres, cette gestion de la pandémie au Maroc. Et ça commence d'abord par une digitalisation des services. Alors, bien avant de parler de ça, une question très générale. Quelles sont les leçons aujourd'hui que nous avons tirées, en tout cas, qui vous paraissent, qui ont marché pour améliorer notre système de santé de manière beaucoup plus générale? Professeur Beddo. Ben oui, il y a énormément de leçons qu'on peut tirer de cette pandémie et dont on voit déjà les fruits. Moi, je cite par exemple le centre ou le plateau de vaccination qui a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 27 février 2022. Ça, c'est quelque chose d'excellent parce que ça, c'est un centre qui va nous permettre de petit à petit assurer une résilience au niveau national, une résilience dans un domaine extraordinaire, un domaine, et je pèse mes mots, je parle ici de la biotechnologie, la synthèse et la fabrication, bien évidemment, ça va être par étapes d'un nouveau type de médicaments, des médicaments qu'on appelle des médicaments biotechnologiques, mais également les vaccins qui sont d'ailleurs se font d'une manière très similaire. On parle
médicaments à base de protéines, on parle de virus, de vaccins à base de virus ou à base de virus vivants. En tout cas, c'est le domaine de la biotechnologie et c'est un type de projet que nous avons réussi en quelque sorte et que nous avons gagné en quelque sorte, entre guillemets, de cette pandémie et qui, je pense, va avoir des répercussions mais énormes, pas uniquement sur le volet production des vaccins ou de médicaments biotechnologiques, mais également sur la formation, sur l'interaction avec les universités qui sont dans l'écosystème de cette plateforme de vaccination, interaction avec les étudiants, les formations, l'ingénierie des formations au niveau des universités. Encore faut-il créer cet écosystème. C'est ce que je veux dire, exactement. Mais voilà, la base est là. Il faut maintenant profiter et optimiser cette base-là, pas uniquement au niveau de cette plateforme, mais au niveau de tout l'écosystème. Et c'est ce qui se fait ailleurs. Donc c'est très simple et c'est ce qu'on voit ailleurs. Ailleurs, on voit qu'il y a des boîtes comme ça de biotechnologie qui viennent s'implanter au sein des universités, de grandes universités. Pourquoi ? Pour s'imprégner de cet écosystème scientifique et créer une interaction qui ne peut être que positive. Mais voilà, la base est là. Mais comme vous avez dit, il faut maintenant savoir utiliser cette base pour en profiter au maximum. Ça, c'est juste un exemple de Mais choses comment créer cette gagné. base justement, Taïb Hamdi, vous êtes président du syndicat national de médecine générale. Comment créer cette base alors que nous avons un manque criant de médecins, déjà, avant de parler de chercheurs? L'écosystème de recherche est obligatoire et je pense parmi les grandes leçons de cette pandémie au Maroc, c'est que le Maroc est un pays qui a pu se projeter dans l'avenir. On a mis le doigt sur l'insuffisance, sur le plan social, on a vu que, on a senti, on a palpé qu'avec malheureusement, avec un secteur informel aussi important, avec une population, avec un taux de pauvreté, avec de la marginalisation, on ne peut pas faire une unité nationale, on ne peut pas faire une solidarité nationale, on ne peut pas être unis face aux crises. Donc, c'est la leçon sociale, la leçon de la couverture sanitaire. On a vu qu'on a palpé aussi que la santé du citoyen, ce n'est pas juste un droit. La santé du citoyen, c'est un pilier du développement. On ne peut pas se projeter dans l'avenir, on ne peut pas avancer si la santé de la population n'est pas assurée. Et donc, pour y remédier, il faut généraliser la couverture médicale, il faut refondre le système de santé de fond en comble. 3, c'est se projeter dans l'avenir aussi pour la place du Maroc et pour notre système de santé. On a une industrie pharmaceutique, il fallait chercher sur l'industrie, sur la biotech, il faut chercher maintenant, on a vu aussi avec les nouvelles technologies, avec la télémédecine au cours de la pandémie, dans les autres pays, ça a beaucoup servi. Malheureusement, nous n'étions pas préparés. Donc, on n'a pas utilisé beaucoup ce moyen, mais avec les nouvelles technologies de santé, il faut que le Maroc s'y mette, et je pense qu'il est en train de s'y mettre. Je parle du projet de Slimane aussi, oui. je parle des vaccins, des biomédicaments. Donc, mais tout cela, c'est un grand chantier, c'est juste le titre. Maintenant, il faut travailler sur les autres éléments de ce chantier, c'est refondre le cadre législatif, les caisses de maladie. Déjà, le cadre d'infrastructure. Professeur Hamdi, on parle déjà de cadre d'infrastructure basique. Pour revenir à ce rapport annuel de la Cour des comptes, au titre des années 2019 et 2020, je cite les observations structurelles, donc des cours régionales. Les observations structurelles concernent pratiquement l'ensemble des aspects de la gestion des centres hospitaliers, parce que c'est ça la base in fine, et plus particulièrement les bâtiments et l'infrastructure de base et les équipements hospitaliers. Ce n'est un secret pour personne, tout ce que nous sommes en train de voir là. Les ressources humaines, donc je reviens à ma question principale qui concernait les médecins, et les médicaments et dispositifs médicaux et les recettes propres. Voilà. Donc déjà, est-ce qu'on ne devrait pas déjà commencer par cela? Effectivement, et je pense qu'il y a là, si on parle, maintenant si je parle des ressources humaines, on a 23 000 médecins au Maroc. On a un déficit de 32 000 médecins selon les bases
Mais quand on dit 23 000 médecins, les les 32 000 médecins, est-ce qu'on parle de médecins du privé ou du public? Parce que ce que je suis en train de voir là, la Cour des comptes, elle concerne les médecins du public. On ne parle pas des médecins du privé. On parle des centres hospitaliers publics. Non. On a 23 000 médecins qui exercent au Maroc, dans le privé, dans le public, dans l'ambulatoire et dans l'hospitalier. 23 000 médecins. On a besoin de 32 000 autres médecins publics ou privés. Mais on a besoin de médecins publics beaucoup. Non, en attendant la généralisation de la couverture sociale, le médecin du privé reste du privé, celui du public reste celui du public. Maintenant, on ne parle que du ratio médecin par tranche de population. Donc, c'est tout le monde. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir maintenant, avec 32 000 médecins, malheureusement, on a un grand déficit. C'est un déficit, malheureusement, qui se creuse. Qui se creuse pourquoi? C'est un déficit malgré la formation des médecins qui est au-dessous de nos besoins et qui se creuse. Le fossé se creuse encore plus parce qu'on a une population qui vieillit, donc qui demande plus de médecins. Et des médecins qui partent. Une population qui grandit, qui demande plus de médecins. Des soins, des pathologies qui se compliquent, qui sont de plus en plus compliquées, qui demandent de plus en plus de médecins. En revanche, on a entre 10 000 à 14 000 médecins marocains qui exercent à l'étranger. Donc, un médecin sur 3 exerce à l'étranger. On a entre 600 et 800 médecins qui quittent le Maroc chaque année. Or, ça, c'est une hémorragie. Je pense, au lieu de réfléchir sur former plus, c'est prioritaire, c'est urgent de réfléchir comment retenir nos médecins au Maroc. Ça, c'est la première question. Quelle alternative proposez-vous en tant que président du syndicat national de médecine générale pour les garder? Il y a une étude qui vient d'être publiée qui a intéressé les étudiants de médecine de fin d'études médicales et on leur a posé la question, est-ce que vous voulez migrer? 70%, plus de 70% ont dit oui. Un étudiant, oui. Pourquoi? 3 raisons. Premièrement, la qualité de la formation. Deuxièmement, le salaire. Troisièmement, les conditions de travail. Donc la réponse est là. Très bien. Alors, soit dans le public, soit dans le privé, malheureusement, le travail, la profession n'est plus attrayante, sauf pour ceux qui ont encore débuté leurs études au primaire. Les Marocains, 36% de Marocains veulent que leurs enfants deviennent des médecins. Mais quand ils deviennent médecins, 70% veulent quitter le Maroc. Très bien. Professeur Azdine Ibrahimi, une réaction et puisqu'on parle de médecins, parlons aussi de recherche. Ah voilà, donc mais la première question c'est pourquoi vous voulez tirer des leçons? On tire des leçons de chaque crise, de chaque crise. Des leçons. Pourquoi? C'est une règle peut-être dans l'humanité. Absolument pas. C'est très 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 simple parce que on se prépare déjà pour la prochaine crise. Parce que le changement, c'est maintenant, comme avait dit François Hollande. Il faut se préparer maintenant. C'est pas la bonne référence. Je ne sais pas si c'est la bonne référence en termes de changement. Le parole, c'est bien. De la gauche française. La citation, elle est bonne. La citation, elle est très très bonne. En fin de compte, parce que pour préparer la prochaine crise. Est-ce qu'on sent que le changement est maintenant avec ce gouvernement? Allez, parlons-en. Là, vous m'amenez à parler de plus ou moins de politique et tout ça. Non, je veux pas. Non, je parle de politique de santé. Mais là, je vais revenir à ça. Et ça vous concerne. La première option. Non. Est-ce qu'on ressent le changement aujourd'hui? Mais là, je vais revenir à cet enchaînement. Il faut revenir au constat qu'on a fait au départ pour faire le confinement total. Qu'est-ce qu'on a fait, le constat? Le constat est très très clair en mars 2020. C'est qu'on n'a pas assez de l'hydronémination. Il faut pas... Parce que j'ai l'impression qu'on utilise un petit peu langue de bois. Mais là, je ne veux pas, moi. C'est cash. On n'avait pas l'hydronémination. Ça n'a jamais été le cas dans cette émission. On n'avait pas de l'hydronémination. Oui. On n'allait pas produire des vaccins. On n'allait pas avoir des médicaments. On n'était pas préparés. Exactement. On ne savait même pas où aller. On n'avait même pas de respirateur artificiel, etc. On n'avait rien. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? C'est en fin de compte de confiner pour se préparer. Absolument. Et donc là, ça serait malheureux que maintenant, on va juste tirer des leçons. Par contre, le constat, il est très très clair. Mais là, on veut un plan. Un plan d'action. Un plan d'action. Je commence pour dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire déjà... Il fallait un terme qu'il fallait sortir tout le temps, vous l'avez fait très très bien, j'aime bien, santé publique. Et le rôle de santé publique durant une crise est très très important. C'est vrai
que le privé peut aider et il doit aider, mais ce qu'on a vu au Maroc... On les a un peu poussés à aider pendant la Covid-19, Voilà, les cliniques marocaines. Mais en fin de compte, et qui ont facturé des 1000 et des 100 aux citoyens. Ah ça, on peut revenir à Bref, ça. Si vous ce n'est voulez. pas notre sujet, mais Voilà. effectivement, je parlais de médecins et de santé Voilà. publique et d'hôpitaux La santé publics. publique a joué un rôle très très important durant cette crise. C'est ça. Ce qu'il faudra faire, une vision déjà. Une vision, c'est-à-dire comment la santé publique peut affronter tout ce qui est journalier, routinier, et se préparer à tout ce qui est de crise. C'est pour cela qu'on est en train de parler d'agrandir les murs quand on a une crise, c'est-à-dire sans mettre des chapiteaux, mais de toute façon avoir dans les hôpitaux une réflexion pour agrandir les murs, pour recevoir les gens au moment de la crise, faire de la formation que tout le monde peut être impliqué dans cette prise en charge durant la crise et garder en fin de compte tout ce qui est routinier. Et ça, c'est très important. Il faut avoir cette vision, cette ambition. Si on ne l'a pas, ça répond à votre question. Si vous n'avez pas cette vision, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste colmater. Vous allez dire on n'a pas assez de médecins, qu'on retrouve plus de médecins, qu'on fait ça, qu'on fait ça. Et ça reprend à la vision. Il faut avoir une vision de dire... Est-ce que vous pensez que parmi les premières dispositions qui ont été prises par ce gouvernement, et notamment le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, est-ce que vous pensez que ça augure d'une bonne vision, d'une vision qui va dans le sens de nos besoins et de nos urgences? Il y a une chose qui était très très bien, et je pense qu'on avait revendiqué ça durant la crise, c'est en fin de compte d'augmenter les salaires pour les médecins. Et on avait revendiqué, milité pour que l'indice 509 soit attribué à ces médecins. On l'a maintenant, donc on peut dire qu'un médecin peut commencer à 12 000 dirhams et demi. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Ce qu'a dit Setaïb est très intéressant. Comment garder ces gens-là au Maroc? Parce que juste l'Allemagne prend 10% de nos médecins chaque année. Et donc là, ils quittent avant même d'avoir fini leur cursus. Voilà. Et donc là, c'est quelque chose d'essentiel. Quitte à perdre 2 années. Ce qu'on est en train de travailler dessus. Et là, c'est vraiment avoir une ambition de le faire, pas de faire le constat. Parce que le constat, il est très bien. Il est là, le constat, il est là depuis... On n'a pas attendu ce constat et ce rapport annuel de la Cour des comptes. Voilà, parce que vous le dites comme ça, on va dire, on est surpris. On n'est pas surpris. On savait les problèmes qu'on a. Et donc là, il ne faudra pas avoir une vision comment on va le faire et ne pas colmater. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, il faut vraiment aller devant de la chose et le faire. On a des CHU qui sont faits. Parce que même les murs, c'est pas intéressant. Que j'allais rebondir sur ça. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de construire. Voilà. Encore faut-il avoir les personnels traitants et soignants. Et voilà, et c'est ça. Et on reviendra à ça, ça sera toujours le problème. Donc il faut avoir l'ambition de dire qu'on va faire de la formation et de garder ces gens-là. Est-ce que le fait de réduire le temps ou la période de formation des médecins à 6 ans pourrait, selon vous, régler ce souci? Ah non, il ne va pas le régler dans l'immédiat, bien sûr. Non, il va pas dans l'immédiat, de toute façon, c'est dans 6 ans. Mais en fin de compte, minimum. Mais moi, je vais regarder du point de vue pédagogique. Je pense qu'un étudiant en 6e année, après son stage au niveau du CHU à la 6e année, il a assez de compétences pour un médecin. Comme le fait. Moi, je le vois l'ambition d'aller plus loin au niveau pédagogique, c'est-à-dire pouvoir former plus. Pourquoi ne pas faire comme le système américain? Et là, elles vont... Pas mal de critiques, ça va être tiré vers ma personne, c'est de dire faire un pré-med, c'est-à-dire des gens qui font une formation au niveau de la faculté, 2 à 3 ans, faire tout ce qui est pré-médical et arriver, en fin de compte, pour faire 4 ans de spécialité au niveau de la faculté de médecine. Ça permettra de dégager plus d'espace, de former plus de gens. C'est ce genre de propositions audacieuses. Et ça, c'est très, très important. On a besoin d'audace. Et là, le sens que vous avez dit... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche à ce gouvernement, c'est le manque d'audace. Et donc là, ça revient à ce qu'on a fait de très, très bien au départ. Parce que l'implication personnelle de Sa Majesté était très claire, c'est de l'audace qu'on avait donnée et de l'anticipation. On a fait un constat... Il faut suivre. On a fait un constat très sévère. On a dit, voilà, en mars 2020... On n'a ça, pas ça, on n'a pas ça. Et Sa Majesté, par exemple, il a regardé, il a très vu qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir une indépendance pharmaceutique au niveau de tout ce qui est biotech. C'est pour cela que le projet arrive là. Ce que vous dites, c'est voir l'écosystème. Et là aussi, il faut voir de la volonté. Je ne comprends pas, et je peux le dire honnêtement, je ne comprends pas que le ministère de la Recherche, notre ministère de tutelle, ne revient pas dire, voilà, pour accompagner la vision royale, on va créer des centres de biotechnologie, on va donner des bourses de biotechnologie, on va sortir des programmes de biotechnologie. Et je suis sûre qu'il y aura une demande d'étudiants là-dessus et de chercheurs. On en a, ça fait 12 promotions que je fais de biotechnologie. Ils sont trop demandés dans le marché. Et donc ces formations... C'est des formations de demain surtout. Nous, on les a montées il y a 2010, 2007. Et donc ils sont là. Ce qu'on voudrait, c'est tout simplement ce ministère se dit, voilà... Pour accompagner la vision royale
et être audacieux, encore une fois. On va mettre de l'argent, on va mettre des ressources humaines, on va mettre tout ça. Parce que demain, si on a besoin d'un réacteur pour un bioréacteur, un ingénieur pour les bioréacteurs, il n'y en a pas des dizaines au Maroc. Même si on ramène ces boîtes-là au Maroc et on n'a pas les ressources humaines pour les faire tourner, on sera faire quoi? On va ramener aussi dans le mercato hivernal, on va ramener des ingénieurs, des bioréacteurs. C'est une vision qui est très claire. Je pense qu'il faut avoir l'audace. Ça fait partie de la souveraineté sanitaire également, désirée par le souverain. Voilà, et c'est un écosystème dont vous allez parler très très bien. Je pense qu'il faut inclure le privé marocain, cette vision royale, inclure tout ce qui est recherche. Parce que si on veut faire du Made in Morocco, il ne suffira pas de ramener des brevets de l'étranger, il ne suffira pas de ramener du bulk de l'étranger. Il faudra le faire au Maroc. Et comment le faire? C'est de la recherche. La recherche translationnelle, et c'est la recherche qui existe et qui a aidé durant la Covid, doit être une priorité nationale. Et là, je vais être plus courageux et de dire, est-ce qu'on est en train de parler d'une priorité de recherche avec un étudiant au doctorat qui a 27 ans et qui est en train d'être payé 20 dirhams la journée pendant 5 ans pour faire de la recherche de qualité? Il doit faire de la recherche d'autres choses, certainement pas de la recherche scientifique. Un dernier mot, messieurs, plutôt, autour de ces tables pour clore ces discussions. Professeur Bedou. Ça, c'est. J'avais envie quand même d'entamer cette discussion qui est extrêmement importante par rapport à la vision. Parce que là, vous avez posé une question qui est extrêmement importante. J'ai juste envie de répondre très, très rapidement. Allez-y. Nous avons besoin d'une vision inclusive, une vision globale. Qu'est-ce que vous appelez inclusive? Globale. Lorsqu'on parle des étudiants, Taïeb a parlé par exemple des étudiants, il a parlé de la formation des étudiants. Donc cette vision doit englober la formation des étudiants, elle doit englober l'écosystème, c'est-à-dire le campus universitaire, elle doit englober le CHU, elle doit englober le privé, elle doit englober le style de projet qui a été inauguré par Sa Majesté, qui est extrêmement important. Chaque fois, je reviens à cette référence, parce que sérieusement, je pense que c'est une initiative extraordinaire et il faut l'utiliser et il faut l'optimiser. C'est pas l'infrastructure, c'est pas les ressources. Pour l'aéronautique, on a un institut de formation pour les ingénieurs et les techniciens d'aéronautique. On peut avoir la même chose pour. Il faut une feuille de route. Oui. Il faut une vision. Et il faut continuer dans cette vision. Il faut avoir un projet. Et c'est un projet global. Lorsqu'on arrivera à avoir ça, on arrivera à un leader ou des leaders qui sont capables de faire ça, et on doit encore avoir la possibilité de sélectionner ces leaders-là qui ont un savoir-faire, on arrivera à une meilleure formation. Vous savez, par exemple, lorsqu'on parle des enseignants, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui d'un bon et d'un mauvais enseignant au niveau de l'université? C'est la recherche scientifique. C'est ça, certainement. C'est la recherche scientifique. Clairement. Et c'est pas propre au Maroc. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Exactement. Professeur Hamdi, un dernier mot. Alors, pour répondre à une question qui a été posée, maintenant, pour voir est-ce que ce qui se fait sur le terrain, il répond aux besoins du Maroc, moi je dirais qu'entre la vision royale que j'avais qualifiée de courageuse, de révolutionnaire, qui vole à une certaine altitude, et ce qui se passe, ce qui se prépare sur le terrain, malheureusement, ça vole sur une autre altitude beaucoup plus basse. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, pour la vision royale, c'est de doter le Marocain, du citoyen marocain, d'une couverture médicale qui lui permet d'accéder facilement aux soins et de bonne qualité et à un coût qui est à sa portée. Absolument. Soit à sa portée personnelle, soit à la portée de la société. Maintenant, malheureusement, quand je vois que les programmes qui se préparent, le problème des ressources humaines, pour résoudre ce problème, on réduit les études de 7 ans à 6 ans pour produire plus. Je pense qu'on se trompe de solution. Très bien. Ce sont de fausses solutions. Je ne suis pas contre la réduction du nombre d'années de formation. Je suis pour, mais pour répondre à des besoins de santé publique et non pas à des calculs strictement sur le papier. Maintenant, qu'est-ce qu'on prépare comme la refonte du système de santé marocain, la mise à niveau des hôpitaux, la qualification, la formation, la recherche? Je pense que les décideurs sur le terrain doivent s'inspirer de la vision royale et accélérer, d'une part,
mais aussi revoir. Merci Taïb On Hamdi. n'attend pas des réformes. S'inspirer certainement de la vision royale, s'inspirer aussi des recommandations du nouveau modèle de développement, mais aussi écouter vous, scientifiques et professionnels qui êtes sur le terrain et qui connaissez vos besoins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez été conviés, vous avez accepté, je vous en remercie, notre invitation. Merci beaucoup, professeur Ibrahim, et merci professeur Baddo, merci professeur Hamdi, merci à vous de votre fidélité. Excellente soirée à tous.